Et là, je le regarde, je fais, alors attends, je vais revenir sur ce que je t'ai dit. Si c'est ça l'harnisse, non, j'ai des très petites notions d'harnisse. L'intention derrière le mouvement reste orientée vers l'opposition, qu'on comprenne. Sinon, si on fait que du drill, c'est un petit peu comme un boxeur qui ferait que de la leçon à la patte d'ours. La même clé de jambe par un gamin de 15 ans et tu te dis, putain, mais je suis idiot, je comprends rien. Quand tu rentres chez toi, au lieu de te dire, ouais, putain, je suis champion du monde, je suis le meilleur, etc., tu es humble. Tu vois, tu te dis, ouais, ben voilà, il y a encore à apprendre. Ici, je donne la voix à celles et ceux qui font vivre les arts martiaux au quotidien. Sans ces fourmis ouvrières, pas de club, pas de fédération. Leur parcours, leur passion, leur vision, c'est ce que je te propose de découvrir ici avec Imagine Arts. Bonjour, mon invité du jour a consacré plus de 40 ans à la pratique martiale. Du karaté aux arts martiaux philippins, de l'Angleterre aux Philippines, il a tout donné sur le tatami dans la transmission. 3 fois champion du monde, aujourd'hui entraîneur national en harnais cali eskrima au sein de l'FFK. Il continue d'affiner sa pratique. Aujourd'hui, on parle de transformation, du rôliste au guide, de l'intensité du combat à la subtilité du geste. Bienvenue dans La Parole aux pratiquants avec Thomas Roussel. Salut Thomas. Salut Lionel. Et merci de me rejoindre ici aujourd'hui. C'est pour discuter ensemble de ton parcours. Merci d'abord pour l'invitation. Hein, c'est un plaisir et un honneur d'y avoir répondu. Et dis-moi, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as entendu parler des arts martiaux et qu'est-ce qui t'a donné en fait envie d'enfiler cette tenue? Alors, la première fois où j'ai entendu parler des arts martiaux, je crois que c'était à la télé. Quand j'étais assez jeune, il y avait la série Kung Fu avec David Carradine qui était diffusée. Et il y avait aussi une autre série que j'aimais beaucoup, même si je l'identifiais pas comme étant des arts martiaux. C'est plus tard dans mes recherches que j'ai fait le lien. C'était Les Chevaliers aux 108 étoiles. Et puis il y avait les films de Bruce Lee diffusés par les vidéos René Château, donc où on pouvait voir donc les films de Bruce Lee. Donc c'est ça l'idée que j'avais des arts martiaux. Et moi, à l'époque, je faisais du judo, mais en faisant du judo, j'avais pas du tout l'idée de faire des arts martiaux. C'était juste du judo. C'était un sport de combat comme la boxe, et donc j'avais fait 4 saisons de judo, mais pas dans l'idée que je faisais des arts martiaux. Pour moi, ce que je voyais de Kung Fu avec donc cette série avec David Carradine ou les films de Bruce Lee, ça avait rien à voir avec le judo. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a en fait alors transformé, qui t'a fait passer le cap? Alors après, quand je suis arrivé au collège, en fait, par un curieux hasard, j'étais devenu un grand fan de jeux de rôle, et notamment le jeu Donjons et Dragons qui est dans plusieurs mondes. Et donc, il y avait Donjons et Dragons Oriental Adventures. Donc, ça se passait dans le Japon médiéval fantastique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir ce monde des arts martiaux japonais, les samouraïs, les ninjas. Faut se remettre dans le contexte 1985-86. Le mot ninja en français, personne comprend ce que c'est, quoi. Samouraï, oui, ok, il y avait le Soleil Rouge avec Alain Delon, tout ça avec Mifune, donc les gens, ils avaient une idée à peu près ce que c'était un samouraï, mais par exemple, ninja, il y avait les moines, les komuso, il y avait tout un tas d'armes, des naginata, des trucs comme ça, on savait pas du tout ce que c'était. Et donc, pour comprendre ça, j'ai commencé à lire un petit peu. Il y avait les magazines Karaté et Bushido qui étaient séparés. À l'époque, c'était 2 magazines indépendants. Il y avait aussi un autre qui s'appelait Dojo Arts Martiaux. Et j'ai commencé à lire tous les mois, j'achetais des trucs comme ça. Puis je me suis dit, ben voilà, je voudrais bien faire des arts martiaux. Et là où j'habitais, il n'y avait pas beaucoup de choix non plus à cette époque-là. C'était judo ou karaté. Donc judo, j'en avais déjà un petit peu fait. Donc je me suis inscrit au karaté. Et à quoi ressemblaient tes débuts? Est-ce que tu te rappelles de ces débuts, de comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es rentré, quand tu as commencé? Est-ce que tu as vu une différence avec le judo? Est-ce que tu t'attendais à ça?
Alors, bon, c'est évident que j'y ai pas trouvé ce que je croyais y trouver, hein, parce qu'entre le monde des jeux de rôle et la réalité des dojos, c'est très très différent. Mais après, moi, j'ai commencé en plus en milieu d'année, c'est-à-dire j'ai commencé en février. Donc j'étais vraiment débutant, puisque même ceux qui avaient commencé en septembre, ils avaient quelques mois de plus que moi. Ils avaient déjà validé leur ceinture jaune ou jaune et blanche, etc. Et donc je me suis dit, je suis le plus mauvais, donc il faut que je m'accroche. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas de différence. Les cours, les enfants et les adultes étaient mélangés en fait dans le dojo où j'étais. Donc je voyais des gens, parce que bon, on se connaît. Tu m'as déjà vu, je suis plutôt un grand gabarit, mais à 12 ans, j'étais pas comme ça, quoi. Déjà, j'avais des cheveux. J'avais une vieille coupe afro pourrie et je devais faire 1m45. Donc, je me disais, ouais, putain, ils sont tous plus grands que moi, ils sont tous meilleurs que moi. Donc, faudra s'accrocher parce que vraiment, j'ai mordu dedans. J'ai vraiment adoré. C'était pas ce que je croyais que c'était, mais c'était encore mieux, quoi. Et puis, j'ai eu de la chance. Les arts martiaux, c'est une question de chance aussi, hein, les gens qu'on rencontre. Et j'ai eu de la chance de tomber sur un sensei qui était génial et puis qui était très ouvert d'esprit. C'était qui? Il s'appelle Georges Valekia. Il fait du Shotokan version JK. Donc, il entraîne toujours. Je l'ai recroisé récemment un jour lors d'un séjour sur Nice. C'est excellent parce que pour moi, il n'a pas changé. Donc, et c'est vrai que, comme je dis, il était très ouvert d'esprit parce que il nous permettait d'avoir des entraînements des fois en taekwondo. Il avait un copain qui faisait du taekwondo chez Claude Jurka, qui était le seul prof de taekwondo de Nice à l'époque, qui avait formé les frères Meloul, qui sont devenus champions du monde, notamment Michael en 93. Et donc, il avait un pote qui venait de là. Il avait des potes qui faisaient du full. Nice, c'était une région où il y avait pas mal de clubs de full. Donc, de temps en temps, il venait nous faire des entraînements de full. Il y avait Patrick Lombardo qui venait aussi, qui était copain avec lui. D'ailleurs, l'année dernière, quand je suis allé passer mon grade, il y avait Anthony Rea et donc Patrick Lombardo. Donc, on a appelé Valekia justement par WhatsApp. C'était rigolo. Et c'est comme ça que 3-4 ans plus tard, j'ai découvert, lors d'un stage qu'il avait organisé dans son dojo, le Jeet Kune Do et le Kali. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de cette rencontre de Jeet Kune Do par rapport à ce premier stage? Quels ont été tes sentiments? Qu'est-ce qui a fait que ça a accroché, quoi? Alors, au départ, j'avais trouvé ça assez étrange parce que, alors je sais maintenant que les pédagogies sont différentes, mais si tu veux, nous en Shotokan, on répétait des gammes, des kyons, des kyons kata, des katas bien entendu, etc. On parlait pas trop de bunkai à l'époque dans les années 80, mais il y avait tout un tas de gammes qu'on devait maîtriser. Et là, en fait, ce stage, c'était un stage de 2 jours. Donc déjà, c'était très, très dense en termes de matériel. Alors, il y avait une partie qui était moi, je connaissais ça que par mes lectures. Donc, le style de Bruce Lee, le Wing Chun. Il y avait une partie de travail pied-point, mais qui était un peu différent du full parce que il y avait des éléments de la française, des éléments un peu de boxe style, etc. Après, il nous avait fait aussi une initiation au bâton sur la deuxième journée, la matinée. Et je me disais, mais comment on peut retenir toutes ces gammes? Moi, c'était ça qui m'avait surpris. Je me disais, putain, mais il y en a trop de trucs là-dedans. Comment, en fait, ce gars, il a fait pour tout retenir? Et c'était surtout ça, par rapport à ce que je connaissais de la pédagogie du karaté, qui m'avait vraiment émerveillé, quoi. D'accord. En parlant de ça, donc on sait que le Jeet Kune Do est beaucoup aussi basé donc sur les drills, les sinawali, etc. Et donc je comprends complètement parce que quand j'étais aux Philippines, on le voit très 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 régulièrement. Donc c'est suivant les écoles, il y en a très peu, voire énormément. Et plus l'école est moderne, plus il y en a. Donc
Et quel est ton sentiment là-dessus par rapport à ces drills et à l'expansion en fait du nombre de drills pas sur le côté évolution de l'école, mais dans l'évolution pratique, pragmatique en fait d'un pratiquant? Ah, je comprends de quoi tu parlais sur les questions qui fâchent. Je vais pas me faire des potes. Alors, il y a une vingtaine d'années, je fréquentais un petit peu les forums d'arts martiaux. À l'époque, il y avait des forums d'arts martiaux, Comme Kwon, Web etc. Martial, Kwon, Ouais. voilà, etc. Et j'avais déjà donné mon sentiment sur ce que j'appelais les champions du monde de drill. C'est-à-dire qu'en fait, le drill, c'est un exercice éducatif, mais il a une visée. Il a une visée pédagogique qui doit amener normalement à une efficience en combat. C'est ça. Ouais. En anglais, il y a un adage qui dit You use a drill to develop a skill. Once you get your skill, forget the drill. Because you fight with your skill, not with your drill. Donc, j'ai pas besoin de la traduire, mais en gros, pour ceux qui comprendraient pas vraiment la langue de Shakespeare, on dit l'exercice, le drill, il te permet de développer une compétence, une technicité. Une fois que tu as cette technicité, débarrasse-toi de l'exercice parce que tu vas te battre avec cette technicité et pas avec ton exercice. Tu vas combattre avec ça. Et donc, les drills, c'est intéressant, c'est nécessaire. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la pédagogie donc du karaté. Chaque art martial a la sienne, mais les outils pédagogiques, ils sont censés t'amener justement vers l'expression de ce matériel dans le cadre d'un affrontement, qu'il soit codifié ou non, ça c'est pas le problème. Je veux dire, maintenant, on n'a pas besoin de se dire, ouais, mais si on prenait des machettes réelles, non, on est à l'époque des fusils, etc. On fait ça parce que c'est un loisir. Mais par contre, il faut que l'intention derrière le mouvement reste orientée vers l'opposition, qu'on comprenne. Sinon, si on fait que du drill, c'est un petit peu comme un boxeur qui ferait que de la leçon à la patte d'ours. Ou que du sac. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la boxe anglaise, ça se comprend à minima par le sparring, voire par le combat sur un ring. Donc, dans nos disciplines, il faut toujours mettre la finalité, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne confond pas le but et la manière, le moyen et la fin. Donc, après, je comprends aussi que dans certains systèmes qui deviennent des business, moi, je gagne pas ma vie par l'enseignement des arts martiaux, mais certains le font. J'ai pas d'avis tranché, enfin négatif là-dessus. J'ai pas de souci avec ça. Chacun peut faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où c'est un business, ben il faut étoffer un petit peu l'offre pour le client, pour le garder aussi. Donc peut-être que dans certains systèmes, dans certaines écoles, là où avec un drill, on verrait un principe éducatif, on voit ce même principe éducatif, mais décliné sur 3, 4 ou 5 façons. Ça dilue un petit peu le temps de compréhension, on va dire. C'est ce qui est problématique des fois dans les arts martiaux, c'est que pas que chez nous, arts martiaux du sud-est asiatique, c'est valable, je pense, dans l'ensemble des disciplines, en tout cas telles qu'elles sont enseignées en Occident. On apprend beaucoup de choses, mais on vérifie rarement ce qu'on en a compris. À l'occasion des passages de grade, à l'occasion de tests, à l'occasion de… Voilà. On vérifie assez rarement ce qu'on en a compris. Et pour peu que le contexte se décale un petit peu, la compréhension, si elle n'est pas là, eh bien, on aura du mal à s'exprimer dans un contexte un petit peu dégradé. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des stages croisés avec d'autres disciplines, parce que pour présenter ce qu'on fait à quelqu'un d'autre, on est obligé d'avoir compris ce qu'on fait. Parce qu'en fait, en gros, tu vas faire, tu sais, on s'était croisés, je crois, la première fois, c'était lors du multistyle organisé par Stéphane Fernandez en 2017. Ouais, c'est ça. J'avais fait un cours ou deux avec toi, j'avais beaucoup aimé ce que tu disais, et notamment ta manière d'appeler le stick la canne. Parce qu'en final, en français, effectivement, c'est une canne. Et donc, quand tu vas présenter un travail de canne à quelqu'un qui fait déjà du bâton, il a ce référentiel. Donc, tu vas lui montrer ton travail et on part avec l'a priori que certains fondamentaux, ils sont acquis. Maintenant, tu as déjà dû sûrement faire l'expérience. Quand tu présentes ton travail de canne à quelqu'un qui n'a fait
par exemple, que du karaté. Jamais de kobudo, jamais d'armes, jamais de ci, jamais de ça. Tu es obligé de revenir très loin en arrière parce que les fondamentaux sont pas là et donc de lui expliquer quelque chose. Mais on peut pas expliquer si on n'a pas compris. On peut montrer, on peut démontrer, mais on peut pas expliquer. Ah non, c'est très compliqué si on n'a pas compris soi-même. C'est un des principes de la pédagogie. Si on ne peut pas retranscrire quelque chose, que l'on régurgiter juste quelque chose qu'on a appris. C'est le problème, en fait, des enseignants, je vais dire, de base, qui commencent et, en fait, ils récitent juste ce qu'on leur a dit. Ils l'ont pas forcément compris. Ils le récitent parce qu'on leur a dit, leurs enseignants leur ont dit, mais ils ne l'ont pas intégré, ils ne l'ont pas ingéré, digérer pour pouvoir après le restituer à leurs élèves, à leurs propres mots, leur propre sensibilité. Et souvent, c'est un manque de maturité dans la pratique et après dans la pédagogie. Quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais on le retrouve, comme tu disais, on le retrouve vraiment, vraiment, vraiment partout. Quoi. Ce côté, tu sais, de trop de lexique, trop de gamme, d'exercices qui bloquent. En karaté, on en a énormément. Il y a très peu de choses où en fait on vérifie, comme tu dis. C'est dans les passages de grade. Voilà, il y a beaucoup de choses où il faut réciter, il faut préparer quelque chose, et après on arrive et on récite. Mais quelque chose qui est beaucoup plus spontané, vu qu'on est dans l'opposition, ça devrait être beaucoup plus présent. Et il y en a de très très peu. Et donc les gens ne développent pas forcément des compétences. Ils développent en fait la capacité à emmagasiner de la technicité, de la régurgiter et de la sortir. Mais ça en fait pas des bons pratiquants dans le sens avec des qualités et des compétences. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur la question que tu m'as posée par rapport au drill. C'est ça. Le drill, c'est quelque chose qui rentre d'un point de vue mécanique, mémotechnique, kinesthésique. Mais si on les enchaîne sans trop y réfléchir, la compréhension profonde des principes va nous échapper. Alors qu'en fait, à la base, ce drill, il est fait pour illustrer un principe et le transcrire dans un schéma pédagogique. Mais maintenant, le drill pour le drill, décorrélé de cette approche globale, c'est vide. Ouais. Bon, on s'est un petit peu éloigné, désolé, c'était ma question et j'ai sauté sur le, sur le truc. Donc, quand tu as vu ce premier stage, cette découverte de Jeet Kune Do, tu t'es dit, bon, ok, il y a plein de trucs, comment le gars il fait pour retenir tous ces trucs-là? Et qu'est-ce qui, en fait, t'a fait passer le pas? Donc, qu'est-ce qui t'a fait changer d'art? Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment tu as fait, en fait? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas changé d'art. J'ai continué à faire du karaté. Et en même temps, j'ai commencé à m'entraîner quand je pouvais avec donc ce professeur, Didier Trinok, qui avait une salle à l'époque à Cannes. Donc, Cannes, c'est un peu loin de Nice quand tu as 15 ans. Donc de temps en temps, comme il était pote avec notre prof de karaté, il venait entre guillemets à la maison, c'était plus facile parce que aller jusqu'à Cannes, ça voulait dire rentrer à 1h du matin. Donc quand le lendemain il faut aller au lycée, t'as ta mère qui tire la tronche parce que t'es rentré tard, et deux, t'as les profs qui tirent la tronche parce que t'arrives le matin, t'es défait et tu dors les 2 premières heures. Donc tu peux pas faire ça tous les jours. Mais en fait, j'ai fait ces 2 pratiques en parallèle dans la mesure du possible. Après, j'ai changé de dojo de karaté aussi parce que je voulais quelque chose d'un peu plus percutant. Et j'avais découvert donc un autre style de karaté, le Shidokan en l'occurrence, puisque les leaders de cette école, ils étaient sur Nice à l'occasion d'une démonstration. Mais quand j'étais jeune, j'ai souvent mené de front 2 pratiques, voire des fois 3 quand j'avais beaucoup de temps à la fac. J'étais inscrit dans 3 dojos différents et je m'entraînais dans des disciplines différentes. Donc, moi, ce que ça m'a surtout donné, ce concept de pratique du Jeet Kune Do, parce que pour être complètement franc, au départ, ce qui m'intéressait dans cette pratique, c'était pas vraiment les arts martiaux philippins que je trouvais très très techniques, très dans le sens du détail, mais pas assez orienté bagarre castagne.
Et alors que le travail avec les gants et le travail de trapping issu du Wing Chun complétait bien le travail du karaté à mi-distance avec des percussions, etc. Et me paraissait plus facilement transposable à l'univers du combat. Mais c'était l'idée qu'il existe beaucoup de disciplines. On ne pourra pas toutes les maîtriser. On ne pourra même pas toutes les pratiquer. Par contre, il faut savoir qu'il y a des gens qui peuvent être bons dans d'autres domaines. Par exemple, Didier Trino qui nous disait souvent, quand vous venez avec Pak Sao Chik Choi, donc qui sont des fondamentaux dans les exercices du trapping, croyez bien qu'un mec qui fait que de la boxe anglaise, si vous voulez arrêter ses coups avec Pak Sao Chik Choi, vous avez intérêt à ce qu'il soit bon, votre Pak Sao Chik Choi. Parce que lui, il fait peut-être pas et de la boxe, et du pied-point, et maintenant du sol, et des armes, et des ci et des ça. Il fait que de l'anglaise. Mais par contre, il l'a fait à fond. Et parce que l'un des inconvénients qu'il peut y avoir dans des disciplines où on fait beaucoup de choses, c'est que par rapport à d'autres, on peut développer une espèce d'arrogance intellectuelle à croire que notre discipline est meilleure que l'autre. Hein. My Kung Fu is better than yours, ça c'est. Et donc, il nous recadrait bien aussi sur ça. Après, quand a commencé à se développer aussi la boxe thaïlandaise, il nous arrivait des fois d'aller faire des cours à droite à gauche dans des salles de boxe thaïlandaise. C'est pareil. Le gars, il met gauche-droite low kick, faut être prêt à les recevoir, hein, parce que lui, il fait que ça toute la journée. Hein. Donc, il fait pas 36 000 drills, machin, truc comme ça. Il fait de la patte d'ours, du pao, du sparring, et voilà. Donc, et c'était ça qui m'avait vraiment intéressé dans le fait de faire différentes disciplines, c'est de me dire, j'essaye, parce que le MMA n'existe pas, enfin, en tout cas en France, on connaît pas. Ça existe peut-être déjà au Brésil, etc., mais en France, on connaît pas cet esprit. Mais de me dire, j'essaye d'être le plus ouvert possible dans ma démarche et pas de me dire, il y a une vérité, je m'en tiens à ma vérité. Et je me confronte pas aux autres pour pas remettre en question ce que je pense être ma vérité, mais au contraire, j'ai toujours beaucoup échangé avec des gars qui faisaient de la boxe française, quand j'en croisais des gars qui faisaient du kung-fu, etc. Et de temps en temps, je me prenais des raclées phénoménales parce que on avait des échanges. Quand je dis échange, c'était souvent du sparring. C'était libre. Et pour peu que les règles elles leur soient un peu plus favorables, mais c'était intéressant, parce que ça te permet de garder ton ego dans des dimensions raisonnables, parce que quand tu restes dans ton truc, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, je suis meilleur que mes copains, donc c'est moi le plus fort. Ouais, mais t'es le plus fort de ta salle. T'es champion de ton salon. Mais en fait, quand tu vas aller te balader, quand tu vas aller parcourir le monde, des gens champions de leur salon, il y en a un paquet. Et puis en même temps, ça donnait toujours l'idée qu'on est toujours débutant, en fait. Et il y a toujours des choses à apprendre des autres, de leur manière de pratiquer, de leur manière d'appréhender la finalité de leur pratique. Donc, et moi, quand je vais dans des stages, maintenant, je fais souvent des stages de karaté avec le comité départemental du 69. Alors souvent, je me fais tirer les oreilles parce que je me range pas avec les gradés quand il faut faire le salut. Je dis, mais en fait, je suis gradé dans votre fédération, mais là, en karaté, j'estime pas être gradé. Donc, moi, j'y vais honnêtement avec l'idée d'un débutant. C'est peut-être pas vraiment le terme, mais en tout cas, d'un apprenant, parce que je veux apprendre. Je veux vraiment apprendre. Pour te donner une anecdote qui va te faire rire, un jour, je participe à un stage de Michel Rozzi sur Paris. Et donc, je travaille avec un gars. Et le gars me dit, tu peux m'expliquer l'exercice? Je lui dis, mais moi, je peux pas t'expliquer l'exercice, je suis pas meilleur que toi, on va appeler Michel. Et le mec me dit, mais arrête de me prendre pour un con, j'ai lu ton livre, j'ai acheté ton livre. Et je lui dis, oui, mais c'est pas parce que j'ai fait un livre, ok, d'accord, je suis instructeur dans mon système, mais là, le cours, c'est Michel qui le donne, alors on va appeler Michel. Parce que peut-être si j'ai pas compris ce qu'il faut, je vais te dire des choses qui sont pas ce que Michel veut te dire. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que quand je vais dans des stages, j'essaye vraiment toujours de me mettre dans la peau mais pour moi, je veux apprendre. Si je me dis, ouais, bon, ça je sais déjà, eh ben, j'apprends rien. Donc, je vais réfuter des trucs, du coup, j'aurais perdu mon temps. Alors que là, j'aime bien, tu vois, quand je suis arrivé sur Lyon,
pareil, j'avais des potes qui faisaient du sambo, le style russe. Ouais, c'est bon ça. Et, ah, mais c'est excellent. Mais surtout, moi, le sol, c'est vraiment pas le domaine dans Ouais. lequel je suis excellent. Et donc, quand tu vas à un entraînement et que tu te fais réexpliquer 4 ou 5 fois la même clé de jambe par un gamin de 15 ans et tu te dis, putain, mais je suis idiot, je comprends rien. Quand tu rentres chez toi, au lieu de te dire, ouais, putain, je suis champion du monde, je suis le meilleur, etc., tu es humble. Tu vois, tu te dis, ouais, ben voilà, il y a encore à apprendre. C'est parce que j'ai un gamin de 15 ans qui s'entraîne depuis 4 ans, il est bien meilleur dans sa discipline, mais c'est normal que Ouais. moi. Tu vois. Et j'allais faire ces pratiques aussi pour ça, pour découvrir des nouvelles choses, mais aussi pour comprendre que on n'a jamais fait le tour du truc, quoi. Non, non, mais tu vois, mais ça a toujours été mon cas, hein. Donc, moi, c'est pareil, hein. C'est à partir de Bah oui, 14 ans, dans le dojo des parents, si j'allais faire plein d'autres trucs, des échanges, je faisais des échanges parce qu'à l'époque, il y avait Michel Della qui était l'entraîneur national à l'époque de Meloul, etc., de Willy Beck, et donc qui était l'entraîneur national en taekwondo. Et j'allais régulièrement là-bas parce qu'il avait des internationaux et donc on combattait. Donc, et puis, des fois, j'en prenais des bonnes et des fois, je les faisais voler parce que je faisais des gros balayages et que je leur mettais des points des taquets dans la gueule. Donc, mais c'était cool, quoi, parce qu'il y avait de vrais échanges. Après des échanges avec des gars qui faisaient du jiu-jitsu, voilà. Et, ou du kung-fu même avec Michel Tournery. Donc, il y avait vraiment un échange dans le sens où tu te testes par rapport à l'autre, mais aussi pour t'enrichir. c'est Et, ça. mais ça a toujours été ça. Mais même en restant dans ta propre discipline, c'est quand j'étais à Okinawa et que tu viens du Shotokan et que tu te retrouves avec des gars qui font du Wichiryu et qui font que du renforcement, etc., et qui se tapent pendant tout le cours, et que toi, tu n'as pas l'habitude de le faire, mais ça fait exactement la même chose que quand tu arrives dans un cours de taille et que tu n'as jamais pris un low kick. Voilà. Et là, tu te dis, ah ben c'est bien, je vais plus marcher pendant 15 jours. Alors, soit ben, je l'oublie et je me dis, bon, ben, c'est pas grave, de toute façon, moi, je me laisserai pas frapper avec un low kick. Ou alors, ben, tu remets ta discipline en place et tu réfléchis à comment tu vas pouvoir et tu vas apprendre et ça te, voilà. Mais tu deviendras pas un champion du monde de ça. Mais par contre, tu vas comprendre tout. Et je comprends totalement quoi, ce parcours dans ce Et, sens-là. et par rapport à ton collègue de dojo qui n'aura pas eu cette démarche, Hum, eh ben, toi, tu auras quand même une ouverture d'esprit, une ouverture technique plus grande, parce que même sans être champion du monde de l'autre discipline, tu auras quand même acquis quelques bases pour savoir comment on met un low kick, comment on fait du durcissement, etc. oui, C'est donc, ça que je trouve intéressant, en fait. Souvent, dans les arts martiaux, je pense, on refuse cette confrontation parce que on a peur que ça remette en question ce qu'on sait déjà. Mais les différents styles, c'est un peu comme les différentes langues. C'est-à-dire que là, on est en France, c'est mieux de parler français si on veut se faire entendre et si on veut communiquer. Maintenant, demain, on va en Allemagne. Si tu vas en Allemagne et que tu dis, bah, moi, je continue à parler français, bah, tu communiqueras avec personne et ton séjour, il va être pourri. Alors que si tu y vas en disant, bon, bah, je vais essayer d'apprendre 2, 3 mots d'allemand, éventuellement voir si on arrive à se rejoindre autour de l'anglais, parce que peut-être que l'allemand, il parle pas le français, moi je parle pas l'allemand, mais on a tous les deux fait un peu d'anglais, etc. Mais au moins comme ça, on aura essayé de communiquer et je me serais enrichi. Et même ces quelques mots d'allemand, ils m'auront enrichi. Mais ça veut pas dire que, comme là-bas, on peut pas parler français, que le français, ça sert à rien. Le français, c'est utile en France, l'allemand, c'est utile en Allemagne. Et ben, c'est pareil dans les styles martiaux. Les styles de percussion, ben, dans le contexte de la percussion, c'est très bien. Les styles de grappling, dans le contexte du grappling, c'est très bien. Les styles d'armes, dans le contexte où on a une arme ou deux dans les mains, c'est très bien. Mais c'est toujours une question de contexte. Mais ben, tu as des écoles, tu vois, par exemple, qui font beaucoup dans les arts martiaux philippins, ils font beaucoup d'armes, c'est notre ADN, et très peu de mains nues. D'autres, ils en font un peu plus. Donc, c'est pas qui a tort, qui a raison, mais c'est, à mon sens, ben, si tu en fais peut-être pas beaucoup, ben, c'est toujours bien d'aller voir même un style qui est pas philippin, mais qui en fait un peu, ça t'enrichit. bien sûr, totalement. Totalement. Tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un stage, il y a 15 jours, un stage avec mes élèves pour fêter mes 25 ans dans mon dojo. Donc, j'ai invité les karatékas à venir parce que c'était un stage karaté. Et après, j'ai dit aux gars de l'Arni, je leur ai dit non, mais venez aussi, venez travailler, vous allez voir, vous allez vous amuser, quoi. Et je leur dis régulièrement, si vous faites, OK, les arts martiaux philippins, mais à côté, il y a un autre partie, en fait, une gestion de distance qui est différente, un rythme qui est différent, et c'est bien de le travailler aussi.
Donc, il y en a qui pratiquent d'autres choses à côté, c'est pour complémenter. Il y en a, ils ont complémenté leur pratique par les arts martiaux philippins. Et après, il y en a d'autres qui n'ont pas le temps et qui, eux, sont juste là pour l'instant dans le loisir et qui veulent juste rester dans les arts martiaux philippins, mais qui, à travers juste un petit stage, se sont dit « Ah, mais oui, mais en fait, il y a plein de choses qui sont pareilles. Il y en a plein d'autres qui sont différentes. » Comme les trucs qu'on entend souvent aux Philippines, c'est It's the same, but it's different. C'est une profonde philosophie, en fait. Ça, complètement. Et c'est pour ça que je préfère toujours leur dire oui, essaye de voir les côtés en fait qui nous rapprochent que les choses qui nous éloignent. Les dénominateurs communs, les fameux principes, en fait. Très souvent, les illustrations peuvent être différentes, mais les principes qui régissent le mouvement, ils sont identiques. Petite pause rapide avant de reprendre cette discussion passionnante. Si tu veux continuer à progresser dans ta pratique, suivre des formations complètes, récupérer des idées pour tes prochains cours ou pour ton entraînement personnel, je t'invite à jeter un coup d'œil à Imagine Arts Digital, la plateforme de streaming dédiée aux arts martiaux. Des ressources vidéo pour nourrir ta pratique au quotidien. Tu pars et tu vas faire beaucoup de compétitions. Donc, tu en as fait une il y a pas longtemps, des choses que je n'avais pas fait attention passer. Donc, tu as été champion du monde aussi l'an dernier, en vétéran. Ouais, en vétéran. Oui, non, mais j'ai bien vu en vétéran, mais tu as été champion du monde tout court il y a quelques années en arrière et tu l'as été 3 fois. Qu'est-ce qui t'a motivé, poussé à faire beaucoup de compétitions? Je suppose que c'est ça, en fait, c'est de te mettre au test. Alors, en fait, quand je suis parti m'entraîner en Angleterre, donc je suis allé dans un groupe qui était très branché par le stick fighting, les compétitions. Donc à l'époque, il n'y avait qu'une seule fédération qui était la WCAF. Et donc ils avaient fait partie de puisque c'était des anciens élèves de Bob Green. Donc ils avaient fait partie de la création de la WCAF à la fin des années 80. Et ils avaient lancé cette dynamique. Et quand Bob Green s'était retiré au Royaume-Uni de ça, ils avaient pris le relais. Donc c'est eux qui animaient l'équipe britannique, qui a organisé les championnats britanniques, etc. Donc ils étaient vraiment très impliqués là-dedans. Et alors c'est sûr que si tu veux, moi la première fois que j'arrive chez Pat O'Malley, donc je m'entraînais chez Pat O'Malley et John Harvey, à l'époque ils étaient ensemble. Il vient me récupérer au métro. Donc déjà, j'atterris vers 11h30 du soir à Heathrow. Il faut traverser quasiment tout Londres. Il me récupère à 1h et quelques du matin au métro. On arrive chez lui. Il me dit « Tu veux un thé ?» Je lui dis « Ah, quoi ? On va pas dormir là ?» Il dit « Bah écoute, vas-y pour un thé. » Il me dit « T'as des notions en harness ?» Alors moi, de ce que j'avais vu avec Didier Trinois, je me dis « Oui, j'ai les bases. » Ok. Et là, il me montre 2 vidéos de 1 heure, des VHS, on est à l'époque des VHS. Un VHS sur les championnats du monde de 96 qui venait de se terminer, qui était à Los Angeles, et un VHS sur un entraînement en Lapunti à Cebu avec Ondo Cabourné sur une plage en 94. Et là, Ondo Cabourné, donc qui n'était pas très grand comme bonhomme, le stick, on aurait dit que c'était un Joe. Quand tu passais en VHS en vitesse lente, tu voyais déjà pas passer le stick. Et on finit, il est 4h et quelques du matin. Et là, je le regarde, je fais, alors attends, je vais revenir sur ce que je t'ai dit. Si c'est ça l'harness, non, j'ai des très petites notions d'harness. Et donc, il me dit, OK, va te piloter un peu. Moi, je vais aller chatter avec, parce qu'il avait déjà Internet, il était déjà à fond sur Internet, je vais aller chatter avec un Australien. On attaque demain. Et demain, premier entraînement, à la fin de l'entraînement collectif dans sa salle, les gars attaquent armure, casque et tout. Qu'est-ce que c'est que ce bastringue? C'est le truc que j'ai vu hier sur la vidéo. Et donc, on te fout le casque, on te fout l'armure. J'arrive pas à respirer, machin. Mais bon, moi, j'aime bien la bagarre. Alors, j'en ai pris plein la courge. Hein. Mais à la fin, je me suis dit, putain, c'est fun. Et puis, au fur et à mesure que j'allais m'entraîner chez eux, j'avais pas vocation à faire de la compétition, mais par contre, au bout d'un moment, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien enseigner cette discipline.
Jusqu'à présent, les arts martiaux, pour moi, c'était une quête personnelle. J'avais pas vocation à les enseigner. Et là, je me suis dit, bah, j'aimerais bien un jour enseigner cette discipline. Et si j'ai des élèves qui veulent faire de la compétition, ben, pour que je puisse leur en parler, il faut que je sache de quoi je parle. Alors, bon, il me poussait un petit peu pour y aller parce qu'il y avait personne trop en France qui représentait. Donc, je suis allé la première fois, c'était au championnat d'Europe en 1999, mais juste pour avoir une expérience concrète au cas où je veuille, lors de mon enseignement, pouvoir en parler. Et après, je me suis pris au jeu parce que c'est fun. Donc, et puis, c'est intéressant. Ce que je trouvais intéressant dans les compétitions, c'est que quand tu t'entraînes avec tes partenaires, donc après, j'avais acheté du matériel d'occasion en Angleterre que j'avais ramené en France pour pouvoir m'entraîner avec des potes. Et parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore instructeur. Moi, je m'entraînais chez Didier Trinoc, qui était revenu de l'étranger et qui avait repris un cours. Et j'étais l'un de ses 3 assistants. Et j'avais un groupe de potes qu'on avait tiré de ce coup où on se foutait un peu sur la courge joyeusement, en plus, notamment en stick fighting. Et puis petit à petit, ben, je me suis vraiment pris au jeu parce que ça me faisait penser à l'idée que j'avais du kendo. C'est-à-dire que le kendo, ce à quoi tu as droit, tu peux y aller à fond parce que tu sais que le gars, comme il est protégé, tu y feras pas mal. Par exemple, le karaté, même le Shidokan ou le Kyokushinkai, il n'y a pas de point au visage, tu vois, pour limiter, ou de coup de coude au visage. Il n'y a pas de coup de tête. Il y a toujours des limites, tu vois. Alors, c'est vrai que maintenant, tu as certaines ligues de MMA où ils essayent de repousser les trucs. Tu as des trucs en Russie où ils font des trucs 10 contre 10. Bon. Mais à l'époque, dans les années 90, tout ça n'existe pas. Donc là, on est sur un format de compétition qui n'est pas restrictif. Alors oui, bien sûr, pas de pique, pas de machin, pas de couteau, pas de coup de pied, pas de ci, pas de ça. Mais ce à quoi tu as droit, par contre, tu peux y aller à fond. Le mec, tu te dis, je vais probablement pas le blesser. Il a un casque, il a des gants de hockey, etc. C'est super fun, c'est super cardio. Mais c'est qu'une petite partie de la pratique. Moi, j'ai jamais été un sportif. Je me suis jamais vu comme un sportif. Je suis un adepte d'arts martiaux. Et l'idée que j'avais, c'était le gars va me poser un problème. C'est quelqu'un que je connais pas. Parce qu'en compétition, le gars, on ne le connaît pas. Donc, il va me poser un problème technique. Eh ben, j'ai un temps imparti, en l'occurrence 3 fois 1 minute. À l'époque, c'était uniquement le seul format. 3 fois 1 minute pour répondre à ce problème technique. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant. C'était un test, mais un test martial. Parce que mon idée, c'était je veux pas qu'il me batte. C'était pas je veux gagner, c'est je veux pas qu'il me batte. Je veux faire en sorte que le mec ne me batte pas. Donc, c'est ce que disaient les anciens à Okinawa, tu vois, ils disaient, en fait, tu veux pas gagner, mais tu ne veux pas perdre. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. J'avais lu pas mal de choses aussi sur le sabre japonais où c'était leur approche, en fait. Je veux pas perdre. Parce que perdre, ça voulait dire mourir aussi. Donc, je veux pas perdre. Mais parce que si je veux à tout prix gagner, eh ben, je peux dire, OK, je l'ai battu, mais j'ai rien fait pour ne pas perdre, je meurs aussi. Ça fait deux idiots qui meurent en même temps, si tu veux. Alors que si mon objectif, c'est de ne pas perdre, peut-être que je l'aurais pas battu, mais j'ai pas perdu. C'est un esprit martial complètement différent. Pour moi, voilà, c'est l'un des distinguos entre ce que je considère être l'approche martiale par rapport à l'approche sportive. Donc, et paradoxe, effectivement, j'ai participé à des compétitions. J'ai formé ensuite, quelques années plus tard, quand certains de mes élèves ont voulu y aller, je les ai formés à faire de la compétition avec un certain succès, mais toujours avec cette approche. Donc, toujours avec le fait de leur dire, allez-y pour vous tester avant tout vous-même. C'est-à-dire que c'est un bon moyen pour l'adepte d'arts martiaux. C'est pas une fin, c'est une fin pour le sportif. C'est très bien en soi, il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement de valeur. Mais pour l'adepte d'arts martiaux, c'est un moyen. Mais après, il y aura quelque chose aussi derrière quand même. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu arrives et tu dis, OK, je suis champion d'Europe, je suis champion du monde, je suis champion de ci, je suis champion de ça, mais c'est pas la finalité de ta pratique. Sinon, tu arrêtes là, quoi. Donc, tous les grands champions, ils l'ont dit, hein, c'était champion du monde un jour, à un moment donné, et puis le lendemain, tu peux recommencer et tu le seras peut-être pas. Donc ça veut dire que
Donc tu peux pas, si tu gardes cette philosophie, cette façon de voir les choses, tu peux pas avoir fini en fait de pratiquer. Donc tu vas juste changer d'objectif. C'est exactement ça. Hmm. Est-ce que tu as eu une victoire ou une défaite qui t'a profondément marqué? Alors, en fait, moi, ce qui... par exemple, la demi-finale de ma première compétition donc en Irlande, championnat d'Europe de la WCAF, la demi-finale, je suis déclaré vainqueur, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que D'accord. moi, par rapport à ce que j'ai vécu du combat, je me suis dit, pourquoi c'est moi qui gagne, si tu veux. Donc ça m'a questionné, parce que moi, ce que j'aimais dans la partie de la compétition, c'est le résultat, c'est une chose, mais c'est que le résultat corresponde à ma sensation, à mon ressenti. J'ai fait ce que je m'étais préparé à faire, j'ai fait ce que j'ai voulu faire, etc. Là, c'était un à toi, à moi. Honnêtement, on aurait donné le mec vainqueur, je me serais pas dit j'ai été volé, si tu veux, tu vois. Mhm. Donc, et donc après, j'ai été volé, oui, certaines fois, dont une fois, oui, aux Philippines en 2004. Alors déjà, je suis face à un gars. Comment te dire ça tu vois l'élève de ton copain Cyril Noguera qui s'appelle pas Théo, mais qui fait de la cuisine, qui a été champion de France. Oui, Théo. Théo. Bon. Oui, oui, Ben, le Théo. gars, il fait une tête de moins que Théo. Théo, il est déjà pas, c'est pas un géant. Oui. Le mec, il fait une tête de moins que Théo, il fait à peu près le même gabarit. Donc déjà, tu te dis comment le garçon, il est entre 94 et 100 kilos, qui était ma catégorie de poids. Donc déjà, je comprends pas. Même en le pesant avec l'armure, le casque et tout ce que tu veux, il n'est pas là-dedans. Et là, c'était tellement pipoté. Je prends, donc on n'a pas le droit en WCAF de frapper en dessous du genou. Mm. Donc il fait chaud, je suis en short, le gars me met un coup dans le mollet. La trace du coup de stick, je l'ai eu jusqu'en janvier de l'année d'après. Donc on est au mois de juin, je l'ai donc il a pas raté, le mollet a gonflé, etc. Et c'est moi qui prends le point de pénalité pour frappe interdite. Ouais, j'ai enlevé Waouh. le casque, je leur ai dit en italien va fanculo. Et là, les Italiens, ils ont éclaté de rire et ils ont applaudi. Donc, si tu veux, voilà, quand tu es dans une discipline 100% amateur, autant de manque d'esprit sportif, on est là pour se faire plaisir. On joue pas notre vie. Donc, à quoi ça lui sert, lui, de gagner alors qu'en fait, il en a pas mis une. Même en tendant le bras avec le stick, il me touchait à peine. Il était trop petit. Mais on me déclare perdant parce que comme c'était un Philippin, il fallait qu'il gagne chez lui aux Philippines. Voilà. Ouais. C'est les deux anecdotes que j'ai, si tu veux, où c'était tellement bizarre que l'essence même de l'intérêt que peut avoir le combat là était pas manifestée. Mais sinon après c'était toujours très fun. Je me suis fait des bons copains dans les différentes délégations où il y avait des poids lourds. Ça a toujours été fun. Excellent. Donc, tu es passé de compétiteur, tu as été entraîneur dans ton club, tu as formé des compétiteurs et maintenant, donc, tu es entraîneur national, donc expert aussi auprès de la fédération, dont la FFK, dont les arts martiaux philippins dépendent. C'est pour toi, quel est ton rôle? Comment accompagnes-tu les combattants? Ça reste assez compliqué de nos jours. Alors, c'est vrai que les arts martiaux philippins en France, c'est déjà pas très, très, très développé. Et la pratique, l'aspect sportif des arts martiaux philippins, c'est encore plus une petite niche, on va dire. Donc c'est vrai que là-dessus, la FFK nous a fait la courtoisie de nommer un entraîneur national, de nous donner un championnat de France. Au départ, on n'avait qu'une Coupe de France. Ça nous a permis maintenant d'avoir un officiel championnat de France. Donc maintenant, chaque année, on décerne des titres de champion de France. Et donc, il nous donne des moyens quand même de développer ça. Donc, ce qui se fait au sein de la Fédé, en France, c'est
décorrélé de ce qui se fait à l'international. Mais au sein de la fédération, avec différents copains, dont Michel Rozzi, Didier Garcia, Patrick Rosadini, entre autres, on essaye d'œuvrer pour un développement global des arts martiaux philippins. C'est-à-dire, on a réfléchi il y a quelques années à modifier un peu les programmes de passage de grade pour que tous les styles puissent y trouver de quoi s'exprimer. Tu vois, de pas faire un truc trop orienté pour un courant ou pour une école, etc. Et pareil, pour les compétitions, on a un stage chaque année que j'anime pour présenter cet aspect de la pratique. Maintenant, on a aussi 2 Open. Ils nous ont donné l'opportunité d'organiser un Open en zone nord, un Open en zone sud. Donc, et c'est vrai que des gars de ton groupe Dobletera Pilon, il y en a quelques-uns maintenant qui s'illustrent bien, qui jouent bien le jeu, ça leur plaît, dont Cyril Noguera, dont on a parlé tout à l'heure, Théo avant ça, Joao qui s'était investi dans l'arbitrage, etc. Donc ça nous a permis de rencontrer des gens, et de développer cet aspect doucement, c'est vrai. L'engouement dans la pratique des arts martiaux philippins, il est un peu plus du côté peut-être de ce que ça peut apporter pour l'autodéfense ou pour la qualité de la pratique avec une arme que l'aspect juste sportif. Mais on se développe doucement, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand j'anime des stages comme ça, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de partager mon expérience. Après, j'ai conscience qu'en France, le niveau, même s'il a énormément progressé par rapport à d'autres pays, comme on a commencé entre guillemets en retard, c'est pas qu'on a commencé en retard, dans la mesure où Jean-Pierre Defosse, il avait commencé au début des années 80, mais c'est resté quand même très confidentiel très très longtemps. Et donc globalement, par rapport à des pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, pour ne citer que l'Europe, mais même aux Pays-Bas, en Italie, le stick fighting en Italie est très très bien structuré. Ils ont de très très bonnes équipes. Mais même dans la partie pratique martiale, le niveau reste relativement moyen par rapport à ces autres pays. Alors maintenant, on a de plus en plus de Français qui vont aux Philippines, c'est très très bien, qui vont s'entraîner à l'étranger. On peut faire venir aussi plus facilement des experts étrangers. Donc, le niveau progresse et la connaissance globale progresse. Ça, c'est indéniable. Donc, et puis, pour ceux que l'aspect réglementaire intéresse aussi, c'est vrai que la fédération de karaté, qui est notre fédération de tutelle, puisqu'ils ont la délégation pour le sud-est asiatique, nous permet d'avoir des grades officiels, des diplômes d'enseignement officiels, des compétitions officielles, etc. Donc, là-dessus, on va dire, ils ont toujours été sympas avec nous. Ouais, ah oui, non, on est des disciplines exotiques, on n'est pas en blanc, on n'a pas d'historique lié avec le karaté comme peut l'avoir par exemple le taijitsu, le yosekan, etc. Donc c'est franchement quand on est venu à la FFK, pour être franc, je m'attendais pas à ce qu'on ait un accueil aussi bienveillant de la part des cadres de la fédération et même des organes déconcentrés. Moi, je travaille avec le département du Rhône. Les gens, ils sont adorables avec moi depuis que je les ai rejoints, alors qu'ils n'ont pas besoin de moi en réalité. Donc, on est 2500 grands max dans toute la France. Enfin, sur 200 000 licenciés, ça pèse pas lourd, mais ils sont vraiment bienveillants avec nous. Oui, ils nous donnent les moyens pour pouvoir nous développer les clubs. C'est déjà de pouvoir faire même des stages, tu vois, des stages avec la fédération où il y a différents intervenants, des stages nationaux, c'est qu'ils puissent exister, le développement de la compétition, qu'on soit à leur calendrier, tout ce genre de choses fait que aussi on peut participer, ou des stages, c'est multi-styles qui existent dans les différents organes des départements, etc., qui font en général une journée. Donc le fait d'être mis aussi en avant, parce que on peut dire le karaté, le judo, maintenant l'aïkido et certaines autres disciplines, on dit et les gens savent naturellement ce que c'est. Quand on parle d'arts martiaux philippins, déjà ça cligne des yeux. On leur parle d'arnis, de kali ou d'eskrima, là ils sont partis, ils savent même plus de quoi on parle.
Donc, et s'ils en ont entendu de l'un, ils sont pas forcément entendus que, ah bon, l'Arnis et le Kali, c'est les arts martiaux philippins, c'est pareil. Donc, voilà, déjà, c'est vachement compliqué, quoi. On a une structure déjà qui est très compliquée dans les arts martiaux philippins. Donc, le fait d'avoir tout ça auprès de la fédération permet vraiment, quoi, au moins de pouvoir essayer, quoi, de faire un petit peu ressortir notre épingle du jeu par rapport à la diversité qu'on peut amener dans le panel martial. Alors après, Et dis-moi, c'est vrai aussi ouais. que, pardon, je te coupe, mais ça me renvoie Non, à une non, anecdote. Quand j'étais allé à Cebu en 2004, à un moment donné, je suis dans un resto avec mon partenaire d'entraînement avec qui j'étais parti. On est en train de bouffer et l'un des serveurs vient nous demander si on fait des arts martiaux. Je dis, Mhm. qu'est-ce qui vous amène à croire ça? Oui, en l'occurrence, vous avez tapé juste, mais pourquoi vous posez cette question et il dit parce que je vois que vous êtes assez athlétique et puis vous avez des tatouages écrits en chinois, etc. Ah, ok, d'accord. Et on dit oui, on fait de l'arnis. Du coup, bah, de l'escrima. C'est un Kali peut-être. C'est quoi? Bah, c'est les arts martiaux philippins. Il dit non, il existe des arts martiaux philippins. Et moi, ça fait 10 ans que je fais du taekwondo. Le mec, c'est un Philippin. Il n'a jamais quitté les Philippines. Ça faisait 10 ans qu'il faisait du taekwondo. Il savait même pas que ça existait. Pourtant, il est assez beau quand même. Hein. Je veux dire, des gros clubs, etc. Il y en a quand même pas mal à Cebu. Je veux dire, c'est dynamique. Donc, tu vois, même chez eux, c'est un peu comme chez nous, la canne française ou le bâton français. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les sports de combat, les arts martiaux, ils savent pas que ça existe. La Non, BF, ok, on connaît, mais non, mais c'est pas développé, ça reste culturel. Tu vois, je discutais même, tu vois, Okinawa, qui est le berceau du karaté, qui est pratiqué dans le monde entier. Tout le monde sait ce que c'est. On a des enfants qui pratiquent dans les dojos, et après on a des anciens. Donc ça commence. Donc quand je parle des anciens, c'est à partir de 40, 50 ans. Voilà, la tranche d'âge entre 12 ans et 40, il y a rien. il y a C'est trou personne. noir, quoi. Si tu en as un, en fait, il se balade, quoi. Ils savent pas pourquoi il est là. Et les enfants, 9 fois sur 10, ils sont là parce que c'est un lien culturel. Donc, ils les mettent comme toi, tu vas mettre ton fils, quoi, pour aller apprendre le basque. C'est pour que ça soit culturel. Et non pas, c'est pour la pratique sportive parce que, voilà, c'est l'aspect culturel. Et aux Philippines, ils essayent avec l'IMAF, etc., ils essayent de Oui, le mettre dans les écoles, etc. Mais ils ont beaucoup de mal, en fait, à ce que ça prenne parce que c'est très imprégné de cette culture de combat, mais dont ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas l'histoire qui est liée à ça. Ils n'en parlent pas assez. Et donc, forcément, après, à côté, ben, ils n'arrivent pas à le développer. Donc, les gens ne le récupèrent pas, alors que ça a été mis en avant pour que ça soit un art national. oui, oui, complètement. C'est vrai que le taekwondo en Corée ou le muay thai en Thaïlande, là, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait ce que c'est, même si tout le monde ne le C'est ça. pratique pas. Le taekwondo, ils en font à l'école, ils en font à l'armée, tous les policiers en font. Enfin, c'est vraiment leur art national. Il Il n'y faut a, tout y a faire. pas de doute. Mais même le wushu en Chine. Mhm. Alors, c'est vrai, tu vas me dire, ils sont 1 milliard et quelques, donc il ne peut pas y avoir 1 milliard de pratiquants, mais tu as énormément de gens en Chine. Le wushu, ils ne savent pas ce que c'est, ils s'en Mhm. foutent, quoi. C'est ou des trucs Mhm. qu'ils voient dans les films, mais ils s'imaginent que c'est des trucs de cascadeurs, mais la pratique les intéresse pas. Mhm. C'est ça. Alors que ben, nous, on va faire 15 heures d'avion pour aller s'entraîner là-bas et on est content d'y être. C'est ça. Ouais, c'est le côté exotique. Dis-moi, donc, au niveau de la France, donc bon, le Cali, il ouvre bien, etc. Et d'après toi, qu'est-ce qui freine encore un petit peu son développement? Qu'est-ce que tu aimerais en fait pour l'évolution, avec ta vision qui est plus ancienne? Qu'est-ce que tu verrais pour une Alors, évolution en fait? euh, je dirais qu'il y a 3 éléments de réponse. Il y a une réponse déjà sur le développement, tu m'as parlé tout à l'heure donc en tant qu'entraîneur national, donc sur le développement du stick fighting, c'est de réussir à produire parce qu'on l'a vu quand on a fait une fois une compétition sur le même lieu que la compétition de Kobudo, il y avait des enfants qui faisaient du Kobudo, c'est d'arriver à produire
un cadre safe, fun, ludique de stick fighting pour la jeune génération. Puisque la majorité des pratiquants dans les clubs FFK et autres, c'est plutôt des grands ados et des adultes, des jeunes adultes, on va dire. Ouais. Il y a très peu de pratiques enfants. Donc ça, alors c'est vrai qu'un gamin, tu peux pas lui apprendre la machette, le couteau, les choses comme ça. Mais par contre, le stick mousse, des éducatifs, de système réflexe, double bâton, des trucs comme ça, les gamins, enfin, ils sont super forts. C'est des éponges. Et moi, je me souviens avoir vu des gamins aux Philippines, ils avaient 11-12 ans, donc ça faisait 5-6 ans qu'ils pratiquaient. Il faut voir le flow qu'ils avaient. Tu te dis, c'est pas vrai, ils sont nés avec un stick, enfin, ils ont ça dans l'ADN, mais en réalité, ça fait 5-6 ans qu'ils pratiquent. Mais donc, ça, ce serait déjà de développer une pratique à destination des plus jeunes, comme l'ont compris le judo, le karaté, etc. Parce que, oui, la génération des anciens, Valera, tout ça, ils ont commencé le karaté adulte. Mais Steven D'Acosta, il n'a pas commencé le karaté adulte. Hein. Donc, limite, il est né dedans. Il avait un dogi taille 3 mois. Et voilà. Donc, développer peut-être ça. Ensuite, proposer aussi un axe de... Tu l'as dit tout à l'heure, pendant longtemps, les gens qui venaient aux arts martiaux philippins en France, ils avaient une autre pratique à côté. Soit le Jeet Kune Do, soit le Wing Chun, soit et dans beaucoup de pays c'était comme ça où ils faisaient du Pencak Silat, et donc les arts martiaux philippins c'était le côté armé. Donc proposer aussi à des gens qui ont qu'une pratique à main nue, de venir s'entraîner en harnisse pour avoir une complétude sur l'art martial, puisque toutes les traditions coréennes, chinoises, japonaises, vietnamiennes, etc., Okinawa bien sûr avec le Kobudo, il y avait ce pendant main nue, mais aussi le pendant armé. Donc maintenant, c'est surtout le main nue qui est mis en avant. Tu as beaucoup de disciplines où le travail armé commence à un certain niveau et malheureusement, beaucoup de pratiquants arrêtent avant d'avoir atteint ce niveau. Donc peut-être avoir un axe de développement vers des gens qui ont une pratique annexe. Et puis ensuite, trouver des outils de promotion de nos disciplines de manière globale. Alors ça a énormément progressé. Ça a énormément progressé en France parce que pendant des années, en fait, les personnes qui faisaient la promotion, ils faisaient d'abord la promotion d'eux-mêmes. C'était autour de leur nom. Lui, il fait ça. Là, maintenant, ce qui est surtout mis en avant, c'est le nom de la discipline. Pour pouvoir faire découvrir nos disciplines, parce qu'il y a tellement de courants, etc., à des personnes qui en seront des pratiquants primaires. C'est-à-dire, ce ne sera pas une pratique annexe à une autre pratique martiale pour découvrir le côté armé, mais vraiment à s'investir. Et il commence maintenant à y avoir aussi des gens qui arrivent au niveau d'instructeurs en France, qui donnent des cours et qui n'ont fait que des arts martiaux philippins. Oui. Et ont commencé il y a 15-20 ans avec que des arts martiaux philippins. Donc je pense que c'est ces trois, il faut qu'il y ait une convergence de ces trois axes de développement pour continuer à se développer. Après, c'est pas moi qui dis ça, mais je suis d'accord avec ce qui avait été dit à l'époque. C'était Christophe Soulier, qui était le premier chargé de mission qu'on avait eu au sein de la FFK de 2007 à 2013, qui m'avait dit un jour, moi je pense que les AMSA, on a les moyens pour faire 6-7 000 licenciés FFK. On fera jamais 15 000 ou 20 000 comme les Vietnamiens, le Wushu, etc. Mais on peut faire un beau 6-7 000 licenciés. Et je pense qu'il avait raison, c'est-à-dire qu'il faut aussi privilégier un développement de qualité. Parce que on est une discipline où, comme c'est une discipline pas mainstream, très souvent, les gens qui viennent la pratiquer, ils y restent. Enfin, on a peut-être moins de turnover que dans d'autres disciplines. Il y a énormément de clubs de taekwondo, peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'enfants ou voilà. Il y a 150 nouveaux une année. À la fin de l'année, il en reste 10. L'année d'après, il y en a 150 nouveaux, mais il y en a 140 qui vont se barrer au fur et à mesure de la saison.
Nous, on a peut-être un meilleur ratio à ce niveau-là. Et donc, on va développer, c'est vrai, la qualité. Moi, maintenant, je vois évoluer des gens qui sont pas dans mon système, qui sont pas mes élèves, mais que je connais à l'occasion de stages, etc. Et quand je vais dans les stages, j'y vais pour moi, pour apprendre. Mais en même temps, je regarde ce que font les autres, comment ils bougent, etc. Et je suis content toujours de voir des gens qui évoluent. Leur expression, tout ça progresse, ils évoluent. Donc, je suis content pour eux et je suis content pour ma discipline parce que je me dis, ces gens qui ont fait l'effort de rester. Une fois, j'avais vu dans un dojo à l'étranger, c'était pas un dojo d'arts martiaux philippins, mais il y avait un petit truc, tu sais, c'est au Royaume-Uni, ça marche beaucoup comme aux États-Unis, ils aiment bien les trucs un peu américains, et qui disait une ceinture noire, c'est un débutant qui a pas abandonné. Donc, je suis content de voir certains, voilà, au fur et à mesure des années, ils se sont investis et ils sont pas forcément en région parisienne. Maintenant, ça se développe en province, mais ils font les efforts d'aller en stage à droite, à gauche, etc. Alors maintenant, on a de la chance. Je dirais que, à part peut-être le Grand Est, alors si jamais il y a des gens dans le Grand Est, ne m'en voulez pas si je vous connais pas et voilà, je dénigre pas les gens, les gens qui y sont si je les connais pas, mais je connais personne dans le Grand Est qui ait une expérience d'au moins 20-25 ans de pratique et qui enseigne. Dans le Sud-Ouest, maintenant, il y a des gens comme toi, il y a Cyril Noguera, il y a Tristan Carmona. Dans le Nord-Ouest, il y a Fabien Jolivel, Pascal Quénervé, d'autres personnes là-dedans. Dans le centre, il y a des gens à Clermont-Ferrand qui font du FCS, il y en a en Savoie. Sur Lyon, il y a mon élève Fabrice à qui j'ai laissé la place, etc. Et dans le Sud-Est, il y a plein de monde. Donc, et bien sûr à Paris. Mais je veux dire, dans les grandes régions, il y a déjà des référents, des bons référents techniques, des gens qui ont une vraie expérience. Donc, c'est bien aussi. C'est-à-dire que le gars qui veut s'entraîner, même s'il doit faire un peu de route, il est pas obligé d'aller à Paris ou, moi, quand j'étais à Nice, pourquoi je suis allé en Angleterre? Parce que, à Nice, il fallait aller à Paris. Ou alors c'était l'Allemagne et l'Angleterre, quoi. Donc, parce que Nice-Londres en avion ou Nice-Paris en avion, c'est quasiment kiff-kiff. Je me suis dit, je vais aller en Angleterre. Donc, parce que l'allemand, hein, c'est malheureusement, je le parle très mal. Donc, voilà. Tu as appris les 3 mots de survie qu'on discutait tout à l'heure. Hein. Oui, non, mais c'est une honte parce que ma mère parle allemand couramment, mais c'est une honte personnelle. J'aurais dû parler allemand, mais c'est pas. Après, sur les langues, j'ai toujours été un sacré fainéant. J'ai passé plus de 25 ans à côté de la frontière italienne. Je sais pas parler italien, hein. Donc parce que quand tu passes la frontière, ils parlent tous français, donc. Ouais, c'est ça. Dis-moi, si tu pouvais transmettre une chose à un pratiquant, peu importe son style, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Je réfléchis. Oui. A priori, fais en sorte que ta pratique soit toujours un plaisir. Parce que la vie actuelle, chacun a son lot de déconvenus, de stress, etc. Et la pratique, c'est un moyen physique et psychique de s'oxygéner, de se faire du bien. Donc, fais en sorte que ta pratique soit toujours un plaisir, que tu trouves toujours quelque part un refuge par rapport au quotidien aussi. Et c'est comme ça que ça en fera un chemin de vie. On sera toujours content de pratiquer, on continuera toujours. Superbe. Et si tu recroisais, aujourd'hui, tu recroisais le Thomas de 14 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais des trucs par rapport à ma vie personnelle, parce que j'ai fait des choix qui étaient peut-être pas les bons, mais par rapport à la vie martiale, je lui dirais it's gonna be a hell of a ride, et ça va être un sacré voyage. Et puis Godspeed, bonne chance, que Dieu te porte. C'est ça. Après, je changerai pas les choses. Je suis content. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance de rencontrer plein de gens vraiment intéressants. Les arts martiaux, c'est pas moi qui le dis. Hein, je l'ai lu une fois, je crois.
c'est toujours une question de rencontre et de contact humain. Contact comme ça, mais aussi contact et de rencontres positives, des gens qui vont vous inspirer, des gens qui vont partager des choses avec nous. Mais aussi, des fois, on rencontre des gens et on se dit, ben, moi, je veux pas faire ça. Je veux pas ressembler je veux pas ressembler à ça. Je veux pas, voilà. Donc, c'est aussi inspirant quelque part. Et on fait sa route avec on fait sa route avec ça. Et moi j'ai eu de la chance de rencontrer plein de personnes très 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 intéressantes. Et c'est vrai que ça a été j'ai toujours organisé ma vie autour de ma pratique, donc c'est un élément c'est un élément vraiment vraiment structurant pour moi, très très important. Alors, tout le monde comprend pas forcément parce que c'est pas quelque chose qui te rapporte de l'argent, de la gloire, du machin, du ci, du ça. C'est-à-dire que bon, alors maintenant oui, il y a des trucs sur Internet, donc les gens peuvent savoir. Il y a des gens à mon boulot qui ont googlé machin, ils savent que j'ai été champion, mais moi je me le dis pas. C'est des trucs pour moi. J'aurais été champion du monde de bis, c'était pareil. Si tu veux, c'est pas comme si t'es champion du monde de foot où là tout le monde te connaît. Et donc tu fais pas ça pour ça. Et donc la pratique, c'est vraiment pour moi quelque chose de. Il faut avoir une passion dans la vie, il faut avoir quelque chose qui te drive. Pour nous, c'est les arts martiaux, mais c'est bien pour n'importe quelle personne d'avoir quelque chose qui te drive. En plus du métro, boulot, dodo, d'avoir vraiment voilà quelque chose qui te fasse un peu vibrer. Ça donne du goût à l'existence. Merci beaucoup. Peu importe votre art, votre âge ou votre niveau, ce que Thomas a partagé aujourd'hui, c'est un chemin fait de doutes, mais d'engagement surtout. Il retrouve le tatami, le ring, il s'engage. Il y a des rencontres, il y a la résilience. Et vous, quelle sera votre prochaine destination, votre prochaine transformation? Et je voulais te remercier très sincèrement d'avoir partagé avec nous aujourd'hui sur cette chaîne. Et comme on dit aux Philippines, bahalana, c'est qu'advienne pourra. Merci beaucoup. Eh bien, encore merci pour l'invitation et puis au plaisir de te recroiser en direct live un de ces jours. Oui, c'est ça, avec grand plaisir. Si cette rencontre t'a inspiré, pense à laisser un commentaire et à la partager autour de toi. Et si tu veux continuer à progresser en dehors de ton dojo et récupérer plein de vidéos pédagogiques, retrouve-moi sur imaginearts.digital. Parce qu'un bon enseignant continue toujours d'apprendre.